5 novembre 1963, un demi-siècle donc, voici 50 ans, jour pour jour, qu'une cérémonie de pose de la première pierre de la faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre était organisée sur le lieu dit de la Folie, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, sur le terrain même où doivent s'édifier d'importants bâtiments intéressant les sciences humaines et sociales, les sciences juridiques et économiques, les sciences pures et de la nature, des restaurants et cités universitaires, ainsi que des bibliothèques destinées aux étudiants, professeurs, chercheurs, utilisant cet important ensemble. Et c'est de l'ensemble de ces ingrédients que nous, et l'ensemble du territoire Nanterre La Défense, sommes 50 ans plus tard le résultat. Je crois pouvoir dire très brièvement que le pari de l'Université de Nanterre fut en tout cas une réussite, que ce soit du point de vue de l'accueil et de la formation des étudiants, dont la présence crut très considérablement en quelques années, ou du point de vue de la qualité des enseignements et des recherches qui s'y conduisirent dans tous les domaines abrités par celle qui allait devenir une université à la fin de 1970. J'aimerais pouvoir nommer ce matin tous les pionniers de l'aventure de Nanterre. Je ne le ferai pas parce que je craindrais d'oublier trop de personnes, mais il me faut néanmoins, au moins, évoquer les noms des premiers doyens de la faculté des lettres et de la faculté de droit et de sciences économiques, et donc bien entendu mentionner à nouveau Pierre Grappin, Jean Beaujeu, deuxième doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Paul Ricoeur, René Raymond, qui allait ensuite devenir président de l'université entre 1971 et 1976, Philippe Mallory et Jean-Maurice Verdier, les premiers doyens de la faculté de droit et sciences économiques. Jean-Maurice Verdier qui devait pour sa part devenir le successeur de René Raymond et présider l'université de 1976 à 1981. Il nous fait ce matin l'honneur de sa présence. Je lui demanderai tout à l'heure, ainsi qu'André Legrand, de rejoindre sur la tribune pour nous les saluons comme il se doit. Nanterre restera d'abord à jamais, bien entendu, le lieu qui a vu se lancer le mouvement de mai 68, mais par-delà les mouvements étudiants de 1968, qui se sont poursuivis du reste avec une grande intensité, voire une grande violence en Nanterre jusqu'en 1970, au moins, c'est une certaine revitalisation du champ des sciences humaines et sociales qu'un lieu tel que Nanterre, comme ailleurs, pas très loin, Vincennes également, ont permis. J'ai tendance à penser que le campus lui-même a été un acteur fort de cette histoire. Il a contribué à forger l'identité non seulement géographique, mais aussi culturelle et intellectuelle de ses habitants. Le campus, se structurant peu à peu dans cette unité méditée, concertée, qui est allée se renforçant, a su en même temps s'ouvrir et respirer avec son territoire. Ouverture qui contrastait et qui contraste encore avec le bâtiment de la Sorbonne, ou encore une vision close du campus telle que l'a finalement mise en œuvre Villetaneuse. Aujourd'hui, l'université s'est par certains côtés normalisée, mais elle cultive toujours sa différence, et elle s'efforce toujours, bien sûr, plus que jamais, de figurer dans le concert des meilleures universités. Et du point de vue des enseignements, nous reviendrons largement l'an prochain sur les innovations pédagogiques passées et présentes de l'université, et du point de vue de la densité et de l'intensité de sa recherche. En même temps, c'est là sa différence, elle a su développer des objectifs originaux et cohérents entre eux, qui ouvrent ses activités vers l'extérieur, à l'image de son campus, unifié et ouvert.